Bonjour, donc on va corriger la partie 2 de l'atome d'hydrogène. Du coup, la correction est la suivante. Une solution est la suivante. On avait le sujet qui traitait d'une nébuleuse. Donc une nébuleuse, c'est un nuage de gaz. Et cette nébuleuse, eh bien, elle était composée d'hydrogène dont on a le diagramme d'énergie. Donc, rappelons que l'énergie ici, c'est l'énergie d'interaction entre un électron de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, il n'y en a qu'un, mais c'est le diagramme d'interaction entre l'électron et son noyau, donc ici le proton, et que les énergies ici qualifient l'accroche entre ces deux éléments. Si l'interaction devient nulle, à ce moment-là, il n'y a plus d'interaction, l'électron est supposé décrocher de l'atome. On appelle ce niveau-là énergie E infinie. Alors, une fois qu'on a décroché, on est dit dans l'état ionisé. Alors, on nous demandait plein de petites choses, d'écrire ce diagramme avec état fondamental, état ionisé, état excité, définir l'état ionisé et après des calculs énergétiques en fonction de plusieurs petites questions sur ce diagramme. Et à la fin, on justifiera la couleur de la nébuleuse qu'on nous annoncera être rose en question 5. Alors, ici, je vais commenter parce que j'ai fait la boulette en faisant la vidéo de parler, mais de pas enregistrer la rédaction. Donc c'était pas très adéquat. Donc ici, on nous demande la définition de l'ionisation. L'ionisation, on prend un atome A et il va se ioniser lorsque l'on va arracher l'électron. Donc on aura ici A+ qui va être formé et l'électron qui va être détaché et qui va partir. Sur le diagramme, on nous demandait d'identifier l'état ionisé. Donc je l'ai dit tout à l'heure, l'état ionisé c'est l'énergie la plus haute ici, avec 0 électronvolt d'interaction. Donc ça c'est l'état ionisé. En dessous de l'état ionisé, on a des états excités et le niveau d'énergie le plus bas, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Donc attention, état fondamental, premier état excité, deuxième état excité, troisième état excité, quatrième état excité, cinquième état excité et ensuite on a l'ionisation. On peut avoir plus d'états excités, ici ça se rapproche, mais on en a rarement parce qu'après les différences énergétiques sont très très faibles et donc ça va rapidement s'ioniser. C'était pas demandé, hein. Donc là, juste une légende du dessin, c'était parfait. Ensuite, question 2. Donc on vous dit, on passe du fondamental et on veut passer du fondamental à l'état d'ionisation. Quelle est l'énergie qu'il faut fournir? Donc la variation d'énergie, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc l'énergie finale, c'est 0, moins l'énergie initiale, c'est moins 13,6, donc moins 13,6, ça fait plus 13,6 électronvolts. Et on nous demandait de calculer la longueur d'onde associée. On s'appuie sur la relation de Planck. La relation de Planck nous dit que lambda est égal à hc sur delta E. Et réciproquement, on se rappelait que delta E était égal à hc sur lambda. Et ici, comme la longueur d'onde est positive, on avait une histoire de valeur absolue pour que ça nous conduise à des longueurs d'onde positives. Alors, toujours calculer la variation d'énergie sans valeur absolue. Le signe va nous donner du sens physique derrière. Donc plus 13,6, on absorbe de l'énergie. Donc l'énergie augmente, le système, ici l'atome d'hydrogène, va absorber de l'énergie. Ensuite, question 3, on nous demandait, on faisait le calcul et on trouvait 91,3 nanomètres. Et ça correspondait à l'énergie que fournissait, des énergies que fournissait les étoiles environnantes à 91,2 nanomètres. Alors certes, c'est une longueur d'onde plus courte, mais ça veut dire que, vu que ici l'énergie est au dénominateur, une longueur d'onde plus courte va donner une énergie plus grande. Donc les étoiles fournissaient juste assez d'énergie pour ioniser l'atome d'hydrogène, qui va se désexciter. Et on nous demande une transition énergétique de E1 vers E4. Alors pour aller de E1 à E4, eh bien, on va calculer l'énergie entre les deux. Donc la transition, on va de 1 vers 4, donc la variation d'énergie, c'est l'énergie finale E4 moins l'énergie initiale E1, ce qui nous conduit à plus 12,75 électronvolts. On remarque tout de suite, puisqu'il y avait un commentaire à faire, donc les commentaires sur l'énergie, est-ce qu'elle est positive, cette variation ou pas? La variation d'énergie est positive, ce qui correspond à une absorption. Et effectivement, là, on voit bien que l'énergie augmente dans le système, c'est-à-dire dans l'atome d'hydrogène.
Et après, on nous demandait de calculer cette énergie en joules et en électronvolts. Donc électronvolts, c'était fait. Et pour passer de l'électronvolt au joule, il faut multiplier par un 602 10-19. Ce qui nous donne 204 10-18 joules. Ensuite, eh bien, on parlait de 4 transitions qui revenaient au premier état excité. Le premier état excité, c'est pas E1, mais c'est E2, d'où les dessins des transitions ici en orange. On revient sur E2, tout le monde revient sur E2. Donc là, j'ai ici 4 états au-dessus de E2 et je faisais les énergies. Donc les 4 transitions sont des émissions puisque la variation d'énergie est négative. En effet, si on calcule les variations d'énergie à chaque fois, en faisant la fin moins le début, on trouve respectivement moins 89, moins 255, moins 286 et moins 304 électronvolts. Et on va évaluer les longueurs d'onde toujours avec la relation de Planck en calculant les longueurs d'onde en nanomètres pour pouvoir après faire le lien avec la couleur. On fait attention aux conversions, on avait des énergies en électronvolts, on les convertit en joules et on trouvait pour les longueurs d'onde 3,2 657 nanomètres, 4,2 487, 5,2 434 et 6,2 408. Alors, on nous demandait de justifier la couleur rosée de la nébuleuse. Alors, ici, pour la nébuleuse, pourquoi serait-elle rosée? On trouvait 408 nanomètres ici. Ensuite, on avait du 434 nanomètres par ici. Après, on trouvait 487 nanomètres, donc par là. Et enfin, 650 nanomètres par ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on table un peu dans cette zone de couleur là, dans celle-ci, et que en gros, ce qui nous manque, c'est ça. Donc, on est ici. Si on prend toutes ces couleurs ici, ce qui nous manque, c'est du jaune-vert. Donc, ce qu'on va avoir, c'est le complémentaire. Donc, ça va être un mélange de rouge-violet. Comme on nous dit que c'est rose, ben rouge-violet, ben, ça va bien être rose. Et puis voilà, roule. Hein. On a un spectre de lumière blanche, on enlève le jaune-vert, on va tomber sur la couleur complémentaire entre rouge et violet, c'est-à-dire ici du rosé. Voilà. Juste de dire qu'on s'appuyait sur le cercle chromatique pour faire ça, c'était suffisant. Ensuite, on nous dit, voilà, on a un photon d'énergie 1,89 électronvolts. On demande s'il est absorbable par le fondamental. Ça, c'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que pour être absorbable, il faut que je passe d'un niveau d'énergie du fondamental à un niveau d'énergie accessible pour l'hydrogène. Si je rajoute à 13,6 1,89, eh bien je ne tombe pas sur une valeur d'énergie où j'ai un niveau disponible. Donc à partir du fondamental, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de niveau d'énergie. Est-ce que c'était possible en passant du niveau E2? Oui, à partir du premier état excité, est-ce que c'était possible? 1,89, c'est juste l'écart entre les deux. Ici, on a 1,89, ce qui veut dire que je peux absorber 1,89 électronvolts en passant de E2, ce qui m'emmène à E3. Et donc, mon système va absorber cette énergie, va absorber ce photon. Ce photon, hein, c'est la particule de lumière qui transporte l'énergie. Et donc ça, c'était correct. Donc là, une petite explication qualitative, ça permettait de donner la réponse finale de cette question. Voilà. Donc j'espère que ça va vous permettre de comprendre vos erreurs, de voir que la structure, l'architecture, on répond aux questions posées. Ça paraît un peu évident, mais en même temps, on ne va pas chercher trop compliqué. Indiquer, ça ne veut pas dire donner des définitions. On peut faire des légendes, on peut faire des schémas, on peut faire tout plein de choses. Et puis, on va utiliser quelques mots de conjonction, de coordination, puis on va encadrer nos résultats, les mettre en évidence, passer avec l'étape calculatrice, détailler un calcul et éviter de le refaire pour d'autres trucs, pour pas que ça soit trop chronophage en écriture aussi, pour gérer un peu mieux son temps. Donc voilà. Bon, j'espère que ces petites vidéos vont vous permettre de bien comprendre vos erreurs ou éventuellement de voir des exemples d'applications pour la suite. Bien, à bientôt.